Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de l'importance de la stéréoisomérie conformationnelle. Dans la vidéo précédente, nous avons défini la stéréoisomérie conformationnelle, puis nous avons traité l'analyse conformationnelle dans laquelle nous avons comparé les énergies des différentes conformations remarquables. Et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un troisième point, l'importance de la stéréoisomérie conformationnelle en biochimie. Alors, la stéréoisomérie de conformation ou conformationnelle, on sait qu'elle existe quand il y a une libre rotation autour d'une liaison. La stéréoisomérie de conformation provient donc du fait que les molécules subissent, par rotation autour d'une liaison sigma, des changements dans la disposition des atomes les uns par rapport aux autres dans l'espace, et ceci sans que les liaisons se cassent. Nous avons vu qu'on pouvait passer d'une conformation éclipsée à une conformation décalée, qui sont des arrangements différents dans l'espace, sans cassure de liaison. C'est la même molécule qui, grâce à la propriété de libre rotation, permet ces arrangements différents dans l'espace. Et cette propriété a une grande importance dans le règne vivant. Alors, on va prendre des exemples. Les réactions de synthèse des protéines. Les protéines, ce sont des macromolécules, c'est-à-dire des molécules de très grande taille, qui sont essentielles pour la vie, et les réactions de leur synthèse dépendent de la conformation des molécules qui sont mises en jeu. Nous avons également l'efficacité des enzymes comme exemple. Les enzymes, ce sont également des protéines qui jouent le rôle de catalyseur dans les réactions dans les organismes vivants. Et beaucoup de travaux de recherche ont montré que les enzymes ne sont efficaces que dans des conformations bien déterminées. L'efficacité de l'enzyme dépend de sa conformation. On peut également citer les mécanismes biocatalytiques. Biocatalytique veut dire que ce sont des réactions qui utilisent des catalyseurs naturels tels que les enzymes. Et donc là encore, ces mécanismes vont dépendre de la stéréoisomérie des molécules. Comme dernier exemple qu'on va citer, la duplication de l'ADN qu'on va traiter avec un peu plus de détails dans les diapos suivantes. Alors, toutes ces réactions et tous ces mécanismes dépendent étroitement de la conformation des molécules mises en jeu. Alors, la duplication de l'ADN, on va la voir en rapport avec la liaison hydrogène. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est la liaison hydrogène? La liaison hydrogène, c'est une interaction électrostatique à longue distance. Attention, ce n'est pas une liaison covalente avec un hydrogène. Il n'y a pas de mise en commun d'électrons. C'est une interaction électrostatique à longue distance, c'est-à-dire une distance plus grande que la longueur d'une liaison covalente. Cette liaison hydrogène s'établit entre un atome d'hydrogène polarisé positivement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? C'est un hydrogène qui est lié à un atome électronégatif, A, et donc A va attirer vers lui les électrons de la liaison covalente, ce qui entraîne une densité électronique élevée au niveau de A qu'on va noter delta-, une charge partielle négative. Et par la même occasion, on aura une charge partielle positive sur H. C'est pour cela qu'on dit qu'il est polarisé positivement. On dit aussi qu'il a un caractère acide. Donc, la liaison hydrogène s'établit entre un hydrogène polarisé positivement et un atome électronégatif qui possède au moins un doublet libre. Alors, ça sera par exemple un halogène, fluor, chlore, brome, iode, ou bien un autre hétéroatome tel que l'oxygène, l'azote, le soufre, etc.
Alors, ces atomes électronégatifs, on va les noter avec B. Et là, le doublet est représenté ici en bleu. Donc, quand on a ces deux conditions, un hydrogène polarisé positivement et un atome électronégatif avec au moins un doublet, il y a une interaction électrostatique qui s'établit entre eux et c'est la liaison hydrogène qu'on va noter LH. Alors A, c'est un atome électronégatif, donc par exemple l'oxygène, l'azote, etc. Et B, on vient de le dire, c'est l'halogène, l'oxygène, l'azote, le soufre et d'autres possibilités d'atomes électronégatifs avec la condition d'avoir au moins un doublet libre. Alors la liaison hydrogène, elle peut être soit intramoléculaire, soit intermoléculaire. Alors, qu'est-ce que c'est? La liaison hydrogène intramoléculaire, intra veut dire à l'intérieur, c'est une liaison qui s'établit à l'intérieur d'une même molécule. Prenons un exemple. Donc, vous avez cette molécule. On a un hydrogène qui est lié à un atome électronégatif, l'oxygène. Et donc, ceci entraîne un delta- au niveau de l'oxygène et un delta+ au niveau de l'hydrogène. Il est donc polarisé positivement. Et cette molécule dans cette disposition fait que, pas très loin, on a un atome électronégatif, l'oxygène, avec deux doublets. Donc, on est dans les conditions dont on vient de parler. Il s'établit une interaction électrostatique qui est donc une liaison hydrogène entre H et O. Alors, la molécule dans cette disposition permet cette liaison hydrogène. Si vous prenez une autre disposition, en faisant des rotations autour du liaison sigma, par exemple celle-ci, on va avoir comme conformaire, donc ceci, et là, donc cette liaison, imaginez que vous faites la rotation pour ramener en haut le reste de la molécule, donc on va avoir ceci, et là, vous avez le C double liaison O, puis le méthyle. Vous pouvez avoir d'autres possibilités de rotation. Mais là, déjà, on voit que dans cette conformation, la distance entre H et O est beaucoup trop grande pour qu'il y ait une liaison hydrogène. La liaison hydrogène n'existe que dans cette conformation bien déterminée. Et donc, on voit le rôle de la stéréoisomérie conformationnelle dans aussi la liaison hydrogène intramoléculaire. On prend un autre exemple de liaison hydrogène intramoléculaire. Ici, vous avez le phénol. Donc ça, c'est le radical phényl avec la fonction alcool, on appelle le phénol, substitué avec un chlore en position 2. Vous avez ici l'hydrogène qui est polarisé positivement puisqu'il est lié à l'oxygène électronégatif. Et pas loin, vous avez le chlore avec ses trois doublets, d'où la liaison hydrogène. Si on prend les deux autres isomères du chlorophénol, ici le chlore en position 3 ou bien le chlore en position 4, on voit dans ces deux isomères qu'on a bien les conditions hydrogène polarisé positivement, atome électronégatif avec des doublets libres. Mais est-ce qu'on peut avoir une liaison hydrogène pour ces deux isomères? Non, la distance est trop grande ici. Seul l'isomère 1 possède une liaison hydrogène intramoléculaire. Donc, il y a une troisième condition pour la liaison hydrogène intramoléculaire, c'est la distance. La distance ne doit pas être trop grande, elle doit permettre une interaction électrostatique. Alors, juste une remarque pour se fixer les idées, on a dit que H doit être lié à un atome électronégatif. Donc, lorsque vous avez l'hydrogène lié au carbone, il n'y a pas de liaison hydrogène parce que cet hydrogène n'est pas polarisé positivement. Alors, ce qui est intéressant à voir,
aussi, c'est la différence avec la liaison hydrogène intermoléculaire. Inter veut dire entre les molécules. Elle se forme entre deux molécules. Et nous avons deux cas possibles. Les molécules peuvent être soit identiques, soit différentes. Prenons l'exemple de l'alcool. Ici, vous avez des molécules qui sont identiques, ROH. Et dans chaque molécule d'alcool, vous avez un hydrogène qui est polarisé positivement parce qu'il est lié à un atome électronégatif. Et donc, il peut établir une liaison hydrogène, LH, avec un oxygène d'une autre molécule d'alcool. Pareil ici, et etc. Ça continue. Nous pouvons citer aussi un autre exemple, c'est l'eau, les molécules d'eau. Donc là, on a des liaisons hydrogènes entre des molécules qui sont identiques. L'hydrogène est polarisé positivement, donc il peut établir une liaison hydrogène avec l'oxygène d'une autre molécule d'eau. Et là, ça continue, bien sûr. Mais nous pouvons avoir la liaison hydrogène entre deux molécules différentes. On prend ici l'exemple de l'alcool eau. Donc ici, nous avons une molécule d'alcool, une molécule d'eau, une molécule d'alcool, etc. Alors, l'hydrogène de l'eau est polarisé positivement. Donc, il peut donner une liaison hydrogène avec l'oxygène d'une molécule d'alcool. Et vice-versa, l'hydrogène de l'alcool est polarisé positivement. Donc, il peut donner une liaison hydrogène avec l'oxygène de l'eau et ainsi de suite. Ça continue. Alors, les conséquences des liaisons hydrogènes, on en a plusieurs, mais on va s'intéresser à la plus importante pour nous ici, c'est que la liaison hydrogène peut avoir une grande influence sur les propriétés physiques des composés organiques. Propriétés physiques, comme par exemple le point d'ébullition, c'est-à-dire la température d'ébullition. Le point de fusion ou température de fusion, c'est la température du changement d'état en passant du solide au liquide. Il y a également la solubilité et d'autres. Alors prenons la solubilité, nous avons vu l'exemple de l'alcool. L'alcool donne des liaisons hydrogènes avec l'eau. Et cette liaison hydrogène fait que l'alcool est très soluble dans l'eau. Prenons maintenant un exemple pour le point d'ébullition. Nous avons le benzène. La masse molaire du benzène est 78 g par mol et sa température d'ébullition est de 80 degrés Celsius, c'est-à-dire que le benzène passe de l'état liquide à l'état vapeur à 80 degrés Celsius. On va comparer avec le diméthyléther ou éther diméthylique. Sa masse molaire est 46 g par mol et la température d'ébullition ou point d'ébullition, c'est 35 degrés Celsius. Alors, lorsqu'il n'y a pas d'autres facteurs, la température d'ébullition est liée à la masse molaire. Quand la masse molaire diminue, la température d'ébullition diminue. Prenons maintenant l'exemple de l'eau. La masse molaire de l'eau, c'est 18 g par mol. Donc, s'il n'y a pas d'autres facteurs, on devrait avoir une température d'ébullition qui est inférieure à 35. Or, on le sait tous et toutes, la température d'ébullition de l'eau, c'est 100 degrés Celsius. Alors, comment expliquer cette température anormalement élevée par rapport à celle du diméthyléther ou du benzène? En fait, c'est la liaison hydrogène qui est responsable de cette température d'ébullition élevée. Alors, nous allons voir ceci. Si vous considérez la molécule d'eau, donc elle est constituée d'un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène, avec deux doublés pour l'oxygène. Les hydrogènes sont polarisés positivement parce qu'ils sont liés à l'oxygène électronégatif. Et donc, ils peuvent donner des liaisons hydrogènes avec l'oxygène d'une autre molécule d'eau.
Pareil pour l'autre hydrogène, on peut avoir une liaison hydrogène ici avec l'oxygène d'une autre molécule d'eau. Les deux doublés de l'oxygène peuvent également être impliqués dans des liaisons hydrogènes et cette fois-ci avec un hydrogène polarisé positivement d'une molécule d'eau. Pareil pour l'autre doublé de l'oxygène, il est possible qu'il établisse une liaison hydrogène avec un hydrogène polarisé positivement, donc de la molécule d'eau. Et donc vous voyez que cette molécule d'eau qu'on a représentée en grand central, elle peut être entourée de 4 liaisons hydrogènes. Alors on n'a pas tout le temps ces 4 liaisons hydrogènes. Alors en fonction du fait qu'il n'y en a pas du tout, ou bien il y en a 2, ou bien les 4 ensemble, on va avoir l'eau à l'état vapeur, liquide ou solide. Donc nous allons voir ceci sur ce schéma. Ici vous avez les molécules d'eau à l'état vapeur. Elles sont complètement isolées l'une de l'autre et vous savez qu'à l'état de vapeur, l'eau peut prendre tout le volume qui lui est offert. Ici, nous avons l'eau à l'état liquide dans laquelle nous avons des molécules qui ont des liaisons hydrogènes entre elles, mais ceci à une échelle bidimensionnelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les liaisons hydrogènes, mais c'est uniquement dans un plan, ce qui permet le glissement des molécules les unes par rapport aux autres. Le passage de l'état liquide à l'état vapeur, c'est ce qu'on voudrait expliquer. Il faut enlever ces liaisons hydrogènes, il faut vaincre ces liaisons hydrogènes, ce qui nécessite une énergie supplémentaire, une énergie plus grande que quand on a par exemple le diméthyléther ou le benzène. Et c'est ce qui fait qu'on doit chauffer plus, c'est ce qui fait que la température d'ébullition est élevée. L'eau à l'état solide maintenant. L'eau à l'état solide, vous avez les 4 liaisons hydrogènes qu'on a représentées. Si vous avez la molécule d'eau, donc l'oxygène, les 2 hydrogènes, et là vous avez les liaisons hydrogènes que nous avons déjà représentées. Alors puisque l'oxygène a une hybridation sp3, les orbitales autour de l'oxygène ont une géométrie tétraédrique, ce qui fait que ces liaisons hydrogènes vont suivre une géométrie tétraédrique, ce qui donne cette structure tridimensionnelle de la glace qui va entraîner d'autres propriétés. Alors, on va voir maintenant les liaisons hydrogènes en biologie. En biologie, les molécules sont souvent des macromolécules, c'est-à-dire des molécules de grande taille, qui contiennent des groupes polaires. On va prendre le cas des protéines que nous avons citées. Alors, les protéines, ce sont des macromolécules composées par des chaînes qu'on appelle séquences d'acides aminés. Et ces acides aminés sont liés entre eux par des liaisons peptidiques. Alors, un acide aminé, qu'est-ce que c'est? Un acide aminé, c'est un acide dans lequel vous avez ce groupement. Vous avez ici une fonction acide carboxylique et là une fonction amine, d'où le nom d'acide aminé. Et le groupement R est variable. Donc ça, c'est une formule générale de l'acide aminé. Et selon le groupe R, on va avoir à chaque fois un acide aminé différent. Alors les acides aminés naturels sont au nombre de 20 puisqu'on a 20 groupements R qui sont différents. Alors la protéine, on a dit c'est une chaîne d'acides aminés. On va prendre ici un exemple avec 3 acides aminés. Donc vous avez, voilà le premier, voilà le deuxième, voilà le troisième. Et ces acides aminés sont liés entre eux par des liaisons peptidiques. Ce qui est intéressant à noter ici, c'est qu'on a des groupes polaires
comme par exemple ici le C double O et l'oxygène avec ses deux doublés, et si vous avez un hydrogène qui est polarisé positivement dans une autre molécule, vous avez une possibilité de liaison hydrogène intermoléculaire. Pareil, ici, cet hydrogène est polarisé positivement puisqu'il est lié à l'azote. Et donc, si on a dans une autre molécule un atome B qui présente un doublé libre, vous avez la possibilité d'une liaison hydrogène ici. Pareil de l'autre côté et là aussi. Alors, nous allons appliquer ceci au cas de l'ADN. Vous savez que l'ADN est constitué de deux brins qui sont associés l'un à l'autre. Alors, on va voir avec quoi ils sont associés. Les molécules de base de l'ADN sont l'adénine, thymine, guanine et cytosine. On les a représentées en couleur pour mieux voir. Alors, si on prend l'adénine en rose, vous avez un azote qui a donc un doublé et vous avez également dans la même molécule des hydrogènes qui sont polarisés positivement puisqu'ils sont liés à un azote, NH2. En face, vous avez la thymine en jaune dans laquelle vous avez un hydrogène qui est polarisé positivement puisqu'il est lié à l'azote et vous avez l'oxygène avec ses deux doublés. Donc, vous pouvez avoir une liaison hydrogène ici et une autre là. De la même manière, si vous considérez la guanine et la cytosine, vous voyez qu'elles peuvent s'associer également par liaison hydrogène ici, puisque vous avez les doublés de l'oxygène dans la guanine en face des hydrogènes polarisés positivement de la cytosine. Là, pareil, vous avez le doublé de l'azote de la cytosine en face de l'hydrogène polarisé positivement de la guanine. Et là, l'oxygène avec les deux doublés en face des hydrogènes polarisés positivement. Donc ici, vous avez entre la guanine et la cytosine 3 liaisons hydrogènes. Et ainsi de suite. Vous voyez que ce qui associe les deux brins de l'ADN, en fait, c'est la liaison hydrogène. C'est pour cela qu'on a mis le titre duplication de l'ADN et liaison hydrogène. Mais en quoi la stéréoisomérie conformationnelle est importante? Elle est très importante parce qu'il va y avoir des rotations autour de liaisons sigma dans les molécules de adénine, thymine, cytosine, guanine, etc. de manière à mettre en face de l'oxygène de la thymine les deux hydrogènes de l'adénine. Mettre l'hydrogène lié à l'azote de la thymine en face de l'azote de l'adénine et ainsi de suite. Donc, il y a des rotations qui permettent de mettre les deux brins l'un en face de l'autre, mais de manière à pouvoir avoir les distances qu'il faut et les groupements en face qu'il faut. Donc, on voit que la stéréoisomérie conformationnelle est très importante ici. C'est un exemple qui est frappant. Alors, on va terminer par l'importance de la liaison hydrogène dans la stabilité des conformères. Alors, on va considérer une molécule simple, le 2-chloroéthanol. Si on vous demande quelle est la conformation la plus stable du 2-chloroéthanol, vous savez que les conformations décalées sont plus stables que les conformations éclipsées. Donc, on va voir combien de conformations décalées remarquables nous avons et on va les comparer. Alors, pour représenter, on a déjà vu qu'il n'y a pas mieux que la projection de Newman. Selon l'axe, ici, c'est 2, c'est 3. Voilà les deux carbones, 2 et 3. Et la représentation de Newman sera donc la suivante. On voit que le groupement OH et le groupement Cl sont en position anti. On parlera donc de conformation décalée anti. Si on fait subir à cette conformation une rotation autour de l'axe C2-C3, on peut ramener le chlore
ici assez proche de OH, ce qui va nous donner une autre conformation décalée. Ici, ces deux groupements sont proches. On parle de conformation décalée gauche. Quelle est la plus stable? Si on n'a que des interactions de Van der Waals entre les groupements, si par exemple on avait ici des méthyles au lieu de OH et Cl, la décalée anti serait plus stable que la décalée gauche parce que les groupements sont plus loin l'un de l'autre. Par contre ici, dans la décalée gauche, vous avez un hydrogène qui est polarisé positivement et pas loin, vous avez un atome électronégatif avec des doublés. Donc, il y a possibilité d'une liaison hydrogène. Et cette liaison hydrogène a comme conséquence la stabilisation du système. Donc, au lieu que ce soit la décalée anti qui est stable, comme dans le cas où on aurait par exemple des méthyles ici, c'est plutôt la décalée gauche qui est plus stable. C'est le conformère le plus stable. Voilà, je vous remercie.